Si je suis juste réaliste, je crains que nous continuions dans cette direction jusqu'à ce que nous dépassions les limites, jusqu'à ce que nous choisissions de mener une guerre que nous n'aurions jamais dû mener et que nous en subissions lourdement les conséquences. Et seulement alors, dans la douleur de l'échec, pourrons-nous apporter des changements substantiels. À ce moment-là, les gens ordinaires ne se soucieront plus de l'argent. It's a source of smordies cord vägen där du. They'll care about the genuine security. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, je parle à Daniel Davis, qui est un senior fellow et expert militaire chez Defense Priorities, un think tank américain. Monsieur Davis a pris sa retraite de l'armée américaine en tant que lieutenant-colonel après 21 ans de service actif. Il a été déployé dans des zones de combat 4 fois dans sa carrière, commençant par l'opération Tempête du désert en 1991, puis en Irak en 2009 et 2 fois en Afghanistan en 2005 et 2011. Il a été décoré de la médaille d'étoile de bronze pour acte de bravoure à la bataille de 73 Easting en 1991 et de la médaille d'étoile de bronze en Afghanistan en 2011. Il est l'auteur de The Oath Hour in 2020 America. Et très important, M. Davis est également un YouTuber. Il a lancé sa propre chaîne et est l'hôte du Daniel Davis Deep Dive, que je peux vraiment recommander, car M. Davis a déjà interviewé certains des plus grands penseurs de la politique étrangère américaine, comme John Mearsheimer, Chas Freeman et le colonel Douglas MacGregor. Chas Freeman and Colonel Douglas MacGregor, and as a military man himself, étant lui-même un militaire, qui cependant est contre l'expansion infinie de l'armée américaine à travers le monde, il a des perspectives très intéressantes à offrir. Les discussions entre lui et ses interviewés sont toujours intéressantes à écouter, donc je peux vous recommander de vérifier sa chaîne également. Nous voulons discuter de la politique étrangère et bien, aussi de la retenue dans les affaires militaires. Donc, Monsieur Davis, merci beaucoup d'être venu en ligne aujourd'hui. Hey, merci de m'avoir ici. Je l'apprécie vraiment. Je voulais vous parler parce que vous avez commencé votre nouvelle chaîne et je suis tombé dessus parce que, comme la plupart d'entre nous, elle a été recommandée sur YouTube. Et j'ai vu que vous aviez eu des intervenants brillants et vous avez d'excellents engagements. Pourtant, ce qui m'a surpris, c'est que vous êtes vous-même un militaire américain. Alors, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a conduit au point où vous avez pensé « Je dois commencer ma chaîne YouTube et nous devons parler de cela ». Et dans votre introduction à votre chaîne, vous dites que vous voulez permettre aux gens de voir la forêt et non pas juste les arbres, n'est-ce pas? Vous voulez leur donner une perspective plus élevée. Quelle est la perspective plus élevée que vous voulez que tout le monde voit? Vraiment, il s'agit juste de voir l'image complète. J'ai toujours été concentré sur la compréhension de l'ensemble et sur le fait de regarder la grande image, de voir les parties composantes, parce que les détails comptent beaucoup. Mais si vous ne regardez pas la grande image, parfois vous manquez. Cela semble banal, mais vous manquez la forêt pour les arbres. Et il y a beaucoup de cela que je vois, surtout aux États-Unis et dans le monde occidental en général ces jours-ci. Mais, vous savez, je vis ici à Washington, D.C., et il y a beaucoup de cela qui circule, où les gens veulent se concentrer sur les détails au détriment de la grande image, qui est souvent « de quoi cela importe-t-il même ?» Pourquoi devrions-nous même faire quelque chose indépendamment de savoir si nous pouvons le faire? Devrions-nous le faire? Et ces questions ne sont très souvent pas posées. Et depuis que j'ai rejoint Defense Priorities, ce qui a été une aubaine pour moi peu après ma retraite de l'armée, j'ai pris ma retraite en 2015 et en avril 2016, j'ai commencé à travailler pour Defense Priorities. J'étais très reconnaissant parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment le seul groupe ici à Washington qui se concentrait sur ce qu'ils disent être la retenue. Mais je l'appelle juste une politique étrangère saine, où vous ne menez pas toujours avec le canon d'un fusil,
et vous faites réellement de la diplomatie, et vous cherchez réellement des scénarios gagnant-gagnant et essayez de résoudre les problèmes au niveau le plus bas, au moindre coût, ce genre de choses. Et Defense Priorities était tout à fait pour cela, tout en plaidant en même temps pour une défense nationale forte. Donc, parce que je ne suis pas un, comment dites-vous, un pacifiste. Pacifist. Eh bien oui, et je ne suis pas du genre anti-guerre ou quoi que ce soit. Je suis contre les guerres stupides. Je pense que je vais ajouter ça, mais j'étais vraiment reconnaissant pour cela. La raison pour laquelle ils m'ont recruté n'était pas juste pour écrire, car j'avais déjà écrit pendant une couple de décennies à ce moment-là, mais aussi pour passer à la télévision et à la radio et tout ça. Donc, à partir de 2017, c'est là que j'ai finalement percé avec Fox News, puis je me suis étendu à partir de là. Et j'étais reconnaissant pour ces opportunités. Mais vous savez, le problème avec le fait de passer à la télévision ici, que ce soit la BBC ou MSNBC, NBC, etc., c'est que vous avez peut-être 45 secondes pour dire quelque chose quand ils vous posent une question. Et si vous avez de la chance, vous obtenez 3 blocs de 45 secondes pour parler, et puis c'est tout. Et puis vous partez. Et vous savez, on peut presque jamais entrer dans les détails sur quoi que ce soit et vraiment expliquer pourquoi quelque chose est important et ce qui se passe, parce que parfois vous ne pouvez tout simplement pas le faire en 45 secondes. Alors j'ai finalement dit, vous savez quoi, je vais juste créer ma propre chaîne. Et parce que souvent, en plus de ce problème, vous êtes à la merci de ce que l'autre veut dire. Et vous savez quelle direction ils veulent prendre. Et parfois je pense, d'accord, ça peut être important, mais cette direction est vraiment importante. Et je n'ai jamais eu cette opportunité. Alors j'ai décidé de créer ma propre chaîne, et j'ai eu le gars qui avait travaillé pendant 17 ans chez Fox News en coulisses. Et ça a été un super partenariat que nous avons eu, Gary Villapiano, et j'en ai été très reconnaissant. Ouais, parce que vos vidéos sont très professionnelles. Vous parvenez à avoir des incrustations pendant que vous parlez à vos invités et à leur faire voir tout, ce qui est difficile à faire. Ce n'est pas juste une simple connexion Zoom comme nous le faisons, qui est la manière la plus économique et la plus facile de faire les choses, mais vous avez réellement de très bonnes interactions. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous que, actuellement, l'une des choses importantes est d'avoir certains autres canaux pour communiquer des problèmes d'importance mondiale. Donc, vous êtes un autre qui essaye de faire cela à partir de votre propre angle. Peut-être juste parler un peu de ce think tank très intéressant, ou de cette organisation, comme vous l'appelez. Parce que Defense Priorities se présente vraiment comme un think tank qui veut que les États-Unis ne se désengagent pas des affaires mondiales, mais ne s'étendent pas trop. Et vous étiez quelqu'un qui a servi dans les guerres que je considère comme faisant juste partie de la surextension. Je veux dire l'Irak, surtout l'Afghanistan, pendant 20 ans. Et vous savez, ce sont toujours les soldats qui meurent pour les politiciens qui font la grande stratégie. Quels sont vos sentiments à ce sujet, sans, vous savez, entrer trop profondément dans toutes les critiques? Eh bien, je ne dirais pas qu'ils font de la grande stratégie autant qu'ils font simplement de l'esbrouf. Il y a en fait très peu de stratégie en jeu. Il n'y a pas beaucoup de stratégie derrière la plupart des choses que nous avons. C'est juste une question de comment cela se présente à la télévision pour le prochain cycle électoral. Franchement, parce que nous voyons certainement beaucoup de cela en ce moment avec nos opérations en Irak, en Syrie et dans la mer Rouge. Beaucoup de gens veulent peut-être aider Israël ou peut-être aider l'Ukraine, vous savez. Et tout ce qui se passe avec ça, sans parler de la zone Asie-Pacifique, avec les problèmes Chine-Taïwan. Beaucoup de gens veulent être engagés partout, tout le temps, pour toujours. Et vous savez, c'est vraiment une chose terrible. Et vous savez, ce qui m'a vraiment plu à propos des priorités de défense, c'est qu'ils veulent comprendre le contexte de ce qui se passe dans la région ou où que soit la guerre.
Et quelle est la meilleure façon de promouvoir les intérêts nationaux vitaux américains au coût le plus bas possible? Et genre, je ne dirais pas 99 sur 100, mais au moins 9 fois sur 10, peut-être plus que cela, c'est pas en utilisant la force militaire. À cause de toutes ces choses que nous avons faites, surtout depuis le 11 septembre, nous avons pris de très mauvaises habitudes où nous voulons toujours prendre les devants avec une arme. Tout ce que nous voulons faire, c'est soit menacer d'utiliser la force militaire, soit l'utiliser pour résoudre chaque problème. Et nous ne voulons parler à personne que nous n'aimons pas. Nous ne voulons pas faire de diplomatie parce que cela prend du temps. C'est souvent frustrant et on n'obtient pas tout ce que l'on veut. Et donc certaines personnes disent « Ne nous en préoccupons pas. Forçons juste les gens à faire ce que nous voulons. » Et ça peut bien paraître, comme on le dit souvent dans l'armée, ça ne fonctionne pas dans le monde réel. Et maintenant que nous commençons à voir dans le monde entier, les gens en ont beaucoup assez de la manière dont les choses ont été menées et de la façon dont nous avons fait des affaires. Ça ne fonctionne pas. C'est extraordinairement coûteux. Le résultat final n'est pas bon pour l'Amérique. Et comme vous l'avez souligné il y a un instant, il y a un véritable coût pour notre personnel militaire et nos institutions. Il y avait ces 3 militaires, une femme, je crois, tuée en Syrie il y a quelques mois. Et cela a vraiment amené les États-Unis, je crois, au bord de la guerre avec l'Iran. Et je ne cesse de penser à moi-même. Je suis suisse. Et nous n'avions pas de personnel militaire suisse tué en Syrie parce qu'il n'y a pas de personnel militaire suisse n'importe où en dehors de la Suisse. Donc, dans un sens, vous savez, il y a un équilibre que vous pouvez trouver entre avoir une armée et ensuite l'utiliser. Et vous vous retrouvez, bien sûr, alors piégé dans les affaires étrangères que certaines personnes pourraient vouloir. Et nous les connaissons. Ce sont les néoconservateurs, ce sont les Blinkens et ainsi de suite. Ils sont heureux d'avoir du personnel militaire partout. Et puis il y a d'autres qui ne veulent pas de cela. Et les nations avancent alors par la discussion entre ces forces. Quelle serait selon vous une... Une configuration saine pour les forces militaires américaines à l'échelle mondiale? Eh bien, je pense que nous devrions désengager la majorité de nos bases militaires que nous avons à travers le monde. Je veux dire, il y en a, selon qui vous demandez et qui fait le décompte, 7 à 800, ce qui est tout simplement ridicule. Nous n'avons nulle part besoin de tout cela. Mais il y a cette croyance qui remonte à la guerre froide, où nous avons notre présence étrangère globale. Et cela nous donne de l'influence et nous met dans une position où nous pouvons tirer parti de ceci ou cela. Mais vous savez quoi? La plupart de cela est juste une fiction. Ce n'est tout simplement pas vrai. Comme par exemple, prenez la situation dont vous avez parlé avec les troupes américaines en Syrie et en Irak en ce moment. Elles ne servent absolument à aucune fonction vitale. Tout ce qu'elles sont, c'est une vulnérabilité stratégique qui fait tuer des Américains sans aucune valeur pour l'Amérique. Mais cela vient avec un grand risque stratégique. Comme vous venez de le souligner, cela nous a presque aspiré dans une guerre. Beaucoup de gens voulaient s'en prendre à l'Iran. Lindsey Graham était le plus vocal, et il y avait quelques autres qui disaient que nous devons aller là où se trouve la tête du serpent. Nous devons tirer sur les installations pétrolières et éliminer l'ayatollah et certains de ces autres personnes. Juste du non-sens. Dieu merci, le président n'a pas écouté ces gens. Mais il est sous beaucoup de pression pour faire ce genre de choses. Je soutiens absolument, au moins depuis 2019 sur Fox News, et chaque année depuis, et tout le temps, dans ce soulèvement actuel, pour retirer ces troupes de là. Parce que si vous allez mettre des troupes américaines en risque de perdre leur vie, alors cela doit être dans la défense absolument nécessaire de notre pays. Pas pour essayer d'obtenir une option politique. Pas pour essayer de nous donner des options militaires pour une éventuelle future exigence ou quelque chose comme ça.
Beaucoup de gens disent que c'est pour aider à mettre la pression sur l'Iran et tout ce genre de choses. Et regardez, ils ne font rien. Ils sont si peu nombreux là-bas. 2500 en Irak, environ 1000 ou quelque chose comme ça en Syrie. Et tout ce qu'ils font, c'est juste espérer qu'un drone ne les frappe pas et ne les fait pas exploser, ou qu'une roquette ne leur tombe pas dessus et ne les tue pas. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Et ce que nous devrions faire, c'est retirer ces troupes. Si vous voulez les regrouper sur d'autres bases, des endroits où ils peuvent être protégés, où il y a une bonne défense aérienne, etc., au lieu de juste tous ces endroits isolés au milieu de nulle part. Et j'ai été sur l'une de ces bases en Irak pendant mon temps en 2009. Cette base isolée. Et la plupart de notre temps était consacré à l'autodéfense pour nous assurer de ne pas être pris par surprise. Mais vous ne faites rien qui soit lié à la mission antiterroriste contre l'ISIS, comme le prétend Washington. C'est absurde. Donc nous devons mettre fin à cela et nous défendre avec nos capacités de sécurité nationale, avec notre armée, la marine, l'armée de l'air, les marines et tout cela, et notre capacité antiterroriste au niveau national et fédéral. Nous pouvons nous protéger de toute menace, d'où qu'elle vienne dans le monde. Nous avons la capacité de projeter notre puissance, mais seulement si c'est nécessaire. Nous économiserions tant de milliards de dollars, tant de vies, et améliorerions notre sécurité nationale si nous nous concentrions davantage sur la défense de notre pays, puis sur l'élévation de la diplomatie à travers le monde, dans nos intérêts économiques, et utilisions cela comme moyen de promouvoir les idéaux et valeurs américains. Et vous savez, créer des solutions gagnant-gagnant pour que d'autres personnes bénéficient également, parce que cela contribue à notre sécurité. Si d'autres personnes obtiennent des victoires, elles sont beaucoup plus susceptibles de coopérer avec nous que lorsque nous avons le canon d'un fusil pointé sur leur visage. Et cela semble être une évidence, mais trop de personnes au pouvoir maintenant sont là depuis la guerre froide, et il y a beaucoup d'argent en jeu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu nous en défaire. Vous l'avez très bien dit, mais le problème est que surtout les néoconservateurs, comme Lindsey Graham et ainsi de suite, pensent que si l'Iran gagne quelque chose, alors c'est une perte pour nous. C'est gagner ou perdre, n'est-ce pas? Donc soit ils perdent, soit nous perdons. Il ne peut pas y avoir de situation gagnant-gagnant. Cela ne peut être que gagner-perdre. Et ils le veulent ainsi. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel je me questionne depuis longtemps. C'est que lorsque je regarde, et je regarde beaucoup les actualités américaines, bien sûr, et en général, la télévision américaine, vous savez, en Europe, la télévision américaine est partout, parce que c'est de là que toute la culture vient. Et c'est très, très populaire. Je veux dire, cela fait partie de la puissance douce des États-Unis. Mais quelque chose que je ressens assez souvent est un sentiment d'insécurité aux États-Unis concernant la sécurité nationale. Je veux dire, la sécurité nationale elle-même est en quelque sorte le saint graal de la politique américaine. Je veux dire, tout peut être placé sous son égide ou supposé sous elle. Et il semble y avoir cette grande peur que quelque chose arrive à la nation elle-même, à la nation la plus forte que cette planète ait jamais vue. Exact. Géopolitiquement, la meilleure, la plus chanceuse nation sur Terre est ici, avec l'Atlantique ici, le Pacifique là, le Canada au nord, le Mexique au sud. Je veux dire, cela ne pourrait pas être mieux. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'il y a une insécurité constante. Est-ce le cas? Et pouvez-vous expliquer pourquoi? Absolument, je peux expliquer. Vos observations sont correctes. En se basant sur les fondamentaux, en regardant les réalités sur le terrain, nous devrions être le pays le plus sûr de la planète avec notre capacité militaire et notre capacité conventionnelle, notre capacité à projeter notre puissance, notre capacité nucléaire, nos actifs basés dans l'espace, nos flottes maritimes et notre capacité à faire du commerce partout dans le monde. Et bien sûr, la géographie que vous avez si bien soulignée, nous devrions par tous les moyens être l'endroit le plus sûr sur Terre. Mais au lieu de cela,
vous avez chaque politicien des deux partis qui veut toujours parler de comment ces gars veulent nous atteindre. Et si nous ne faisons rien ici, la Chine va venir nous chercher, la Corée du Nord va venir nous chercher, ou maintenant c'est comme la Russie. Parce que si la Russie n'est pas battue en Ukraine maintenant, ils viendront après nous. C'est la chose populaire actuelle. Et donc tout le monde a juste peur de tout ça. Et personne ne fait les calculs et se dit « l'Iran peut-il venir après nous? La Corée du Nord peut-elle venir après nous? La Russie peut-elle vraiment avancer vers l'Ouest dans l'OTAN? » Et quand vous regardez les fondamentaux et comment fonctionne réellement la puissance de combat, comment fonctionne la logistique, comment traduire la puissance à travers les frontières et tout, ils ne l'ont pas. La Russie n'a pas la capacité d'aller beaucoup plus loin que 180 miles, ou à peu près au-delà de l'OTAN, où leurs frontières se terminent. Je veux dire, ils se sont créés un système qui dépend des lignes ferroviaires russes, qui ne sont pas synonymes avec les lignes ferroviaires européennes. Donc ils ne peuvent pas projeter de puissance là-bas, même s'ils avaient la capacité de force, ce qu'ils n'ont pas. Il faudrait une décennie ou plus de concentration pour même créer la possibilité et la capacité théorique. Mais bien sûr, les armes nucléaires et les alliances de 32 membres neutralisent cela. Donc ils ne le feraient pas, même s'ils passaient les 10 ans. Cela n'empêche pas les gens dans ce pays de dramatiser cette peur parce qu'ils ont besoin d'argent pour le département de la Défense, n'est-ce pas? C'est là que le département de la Défense, les entrepreneurs de la Défense sont parmi les plus grands lobbyistes pour le Congrès et certains des plus grands contributeurs à leur campagne de réélection. Peu importe s'ils sont républicains ou démocrates, cela leur est égal tant que l'argent continue d'affluer. Alors, ils continuent de dramatiser la peur pour que vous continuiez d'acheter plus de bombes, plus de missiles, plus de chars et plus d'avions, etc. Parce que si vous n'avez pas cette peur, alors les gens se disent, vous savez quoi? Pourquoi avons-nous besoin de dépenser tout cet argent maintenant? Nous approchons d'1 trillion de dollars pour notre budget de la défense. Et il y a des hurlements depuis les tribunes ici à Washington que, parce que nous n'allons pas obtenir une grande augmentation prévue des dépenses de défense pour le prochain exercice fiscal, les murs vont s'effondrer, que notre sécurité va être mise en danger. Cela dépasse l'entendement quand vous me dites qu'avec près d'1 trillion de dollars, vous allez avoir des difficultés et vous ne pouvez même pas faire votre travail de base en tant qu'officier militaire. L'année prochaine, si vous n'obtenez pas une grande augmentation à nouveau, bien sûr, vous voyez que cela ne finit jamais. Mais c'est la raison pour laquelle. Parce que si vous ne construisez pas la peur qu'ils viennent nous chercher, alors tout à coup, vous ne pouvez pas justifier ces dépenses massives de défense. Et puisque les gars qui prennent cette décision sont ceux qui sont élus, et puisque les entrepreneurs de la défense qui récoltent les bénéfices de cela sont ceux qui les aident à être élus, il n'y a pas de fin à cela. Et je ne sais pas comment nous en sortirons à moins de trébucher dans une guerre qui ne devrait jamais être combattue et que nous perdons. Alors peut-être que quelque chose se passera. Mais jusqu'à ce que cela arrive, je pense que la manière dont vous voyez les choses est la manière dont ça va continuer d'être. Vous savez, il faut dire que les États-Unis sont absolument incroyables en matière de guerre, parce que les États-Unis ne perdent pas de guerre. Non, ils ne perdent pas. Et j'insiste là-dessus, parce que parfois les gens disent « Oui, mais les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam ». Non, les États-Unis n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam a été perdue par le Sud-Vietnam. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. C'est un niveau de perte de guerre très différent. Il y a un très grand écart entre perdre et simplement ne pas gagner. En un sens, les États-Unis n'ont pas l'expérience d'être envahis de la manière dont la Russie a été envahie, ou de la manière dont l'Allemagne a perdu 2 guerres mondiales, de manière très différente, pour de bonnes raisons. Mais il n'y a pas de moment. Le plus proche des États-Unis pour moi est le Royaume-Uni, qui n'a également jamais perdu une très grande guerre au cours des 500 dernières années.
Pensez-vous que cela influence la psyché de ce qu'on peut faire avec l'armée? Eh bien, cela le fait absolument. Il y a juste ce mythe selon lequel nous ne pouvons pas perdre une bataille. Comme je l'ai soutenu et sonné l'alarme depuis un bon moment maintenant, si nous devenons insensés et pensons que nous ne pouvons jamais perdre et choisissons de combattre une guerre avec la Chine pour Taïwan, par exemple, nous allons découvrir à quoi ressemble la défaite. Encore une fois, lorsque vous regardez les compositions des forces et la capacité de projeter la puissance, la capacité de soutenir des guerres sur une longue période, nous ne l'avons pas. Si nous nous retrouvons coincés avec la Chine, ils vont presque certainement l'emporter. Même si nous ne perdions pas carrément, le coup serait monumental, plus que ce que nous avons jamais souffert, y compris la Seconde Guerre mondiale. De même, en Europe actuellement, nos forces terrestres se sont tellement concentrées sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, comme la contre-insurrection et comment mener ces petites missions en Irak, en Syrie et en Afghanistan, etc., que nous avons perdu beaucoup de nos capacités d'opération de combat à grande échelle. Ils essaient de reconstruire cela maintenant, mais cela prend du temps. Donc nous ne sommes pas aussi bons en ce moment que vous pourriez le penser, comme historiquement nous l'avons été. Cela ne veut pas dire que nous sommes un tigre de papier parce que nous avons encore les missiles, la technologie, les satellites, l'armée de l'air, la marine, etc., qui ont un grand pouvoir. Mais ce n'est pas aussi invulnérable que certains peuvent le penser. Si nous sommes assez insensés pour nous lancer dans une guerre que nous ne devrions pas avoir à combattre. Et il y a certaines tactiques pour lesquelles même une grande armée n'est pas utile. Je veux dire, nous voyons actuellement à quel point les outils réussissent à être un problème pour deux des plus grandes armées du monde, n'est-ce pas? À cause des États-Unis et du Royaume-Uni ensemble. Donc, on ne peut pas tout faire avec une grande armée. Et en même temps, ce que vous avez décrit plus tôt est ce scénario cauchemardesque qu'Eisenhower, un homme militaire, un général, a souligné ce qui arrive quand on marie le secteur privé avec la production militaire et la politique. Pensez-vous qu'il y ait un chemin à suivre pour démêler cela et recentrer la politique étrangère et militaire des États-Unis sur les besoins réels du pays? Eh bien, je veux dire, c'est ce que font des organisations comme Defense Priority. Il y a aussi l'Institut Quincy, qui est une organisation relativement nouvelle ici en ville. Ils font à peu près la même chose. Moi-même et un certain nombre de mes collègues, Doug McGregor, que vous avez mentionné il y a un instant, essayons résolument de nous orienter dans cette direction. Et je peux dire que je pense que nous avons certainement plus d'influence que nous en avons eu dans les 6 années, presque 7 ans, que je fais partie de cette organisation. Mais c'est un changement progressif. Et cela n'a pas vraiment percé dans quoi que ce soit pour l'instant. Jusqu'à présent, les gens écoutent, mais les actions sont encore comme cet iceberg qui se déplace depuis des décennies. Cela continue. Et ces personnes, parce qu'elles ont l'argent, et nous avons des idées, elles ont l'argent. Et jusqu'à présent, cela continue de l'emporter. J'aimerais dire qu'avec le temps, nos idées peuvent avoir une influence. Mais si je suis juste réaliste, je crains que nous continuions à aller dans ces directions jusqu'à ce que nous fassions finalement un excès de portée, jusqu'à ce que nous choisissions de combattre une guerre que nous ne devrions jamais combattre et que nous en subissions lourdement les conséquences. Et seulement alors, dans la douleur de l'échec, peut-on apporter des changements substantiels. Et alors les gens ordinaires ne se soucieront plus de l'argent, ils se soucieront de la sécurité authentique. Et bien sûr, l'espoir est que cela ne coûte pas trop cher. Et que Dieu nous aide tous si cela inclut un échange nucléaire quelconque, car alors cela n'aura presque plus d'importance. Mais c'est ma préoccupation. Mais je crains qu'il faille quelque chose d'aussi massif que cela pour changer les dynamiques dont vous avez parlé. La guerre en Europe, je veux dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est vraiment une guerre par procuration
entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN se transforme déjà en un désastre politique absolu. Je veux dire, seuls les plus aveugles des aveugles continuent de prétendre que les choses se passent plus ou moins bien pour l'Ukraine. Mais c'est une guerre qui est facile à décrire comme, vous savez, ce n'est pas si grave. C'est en fait une chose européenne, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas, je veux dire, les néoconservateurs la font déjà tourner vers « Nous avons déjà gagné parce que Poutine n'a pas obtenu quelque chose qu'il ne voulait pas dès le début. Il n'a pas obtenu l'Ukraine. » Mais donc vous pouvez voir comment la manipulation fonctionne déjà. Donc celle-ci n'est définitivement pas le genre d'échec de politique militaire dont vous parliez, n'est-ce pas? Non. C'est pas. No, this is not. This is, if this goes the direction that I... Si cela va dans la direction que je projette, cela va finir comme l'Afghanistan. Donc vous aviez la nation la plus puissante de la planète sur le plan militaire, les États-Unis, et l'alliance de l'OTAN. Et nous avons été essentiellement battus par l'Afghanistan. Maintenant, pour revenir à votre point, nous n'avons pas été physiquement vaincus. Notre armée est partie de son propre gré. Nous n'avons pas été battus sur le terrain, mais nous n'avons pas gagné. Et les talibans sont au pouvoir aujourd'hui. C'était un grand coup porté à notre crédibilité, parce que les gens pensent « Mec, vous avez fait tout ça pendant 20 ans avec cette grande et puissante alliance, et les talibans sont toujours au pouvoir. Ils vous ont survécu et ont gagné. » Et donc maintenant, vous voyez le même genre de dynamique commencer à se jouer en Ukraine, où notre incapacité à reconnaître la réalité et à mettre fin à cela il y a longtemps. Ce que nous aurions pu faire, nous aurions réellement pu empêcher que cela se produise du tout. Mais les gens voulaient que la Russie soit blessée, donc ils étaient d'accord pour aller en guerre. C'est une question morale dont nous pouvons parler séparément si vous le souhaitez. Mais le problème est que maintenant, avec la tendance où elle va, la Russie gagnera cette guerre. L'Ukraine ne peut pas gagner militairement. Donc, à un moment donné, vous allez arriver à un autre point de décision, comme en Afghanistan, où le gouvernement et l'armée afghane se sont effondrés, où l'armée ukrainienne pourrait s'effondrer à cause de cette pression soutenue de la Russie, qui se renforce de mois en mois, jusqu'à ce qu'enfin il y ait une rupture dans la situation. Et maintenant, tout à coup, c'est la Russie qui gagne, tout comme c'était les talibans qui ont gagné. Les forces de l'OTAN se retirent vers leur ligne. Et là, vous vous dites, « Mec, vous venez de vous faire avoir 2 fois de suite ici. Êtes-vous encore si bon que ça? » Tout à coup, il y a beaucoup de doutes au sein de l'OTAN, beaucoup de doigts pointés. Ça pourrait mal tourner, mais ce ne sera pas de cela que je parle. Ce sera juste à nouveau embarrassant. Mais je parle surtout si Macron fait quelque chose de fou et que les troupes françaises s'impliquent et que nous avons réellement un combat entre l'OTAN et la Russie, ou si nous choisissons de nous battre avec la Chine. C'est de cela que je parle. C'est juste un combat force contre force, pair contre pair, conventionnel qui nous aide tous si cela devient nucléaire. Mais c'est là que nous pourrions vraiment être laminés. Une partie de la raison pour laquelle je fais cette chaîne et toute ma recherche est de dire à des gens comme vous et à d'autres réalistes que regardez, la neutralité et la neutralisation des parcelles de terre et des voies navigables serait une manière fantastique de créer un peu d'espace entre ces putains de bêtes. Vous savez, ces grandes puissances sont des bêtes, et un petit peu d'espace aide. Voyez-vous, pensez-vous que l'Ukraine aurait dû être neutralisée, même contre sa propre volonté, et qu'on lui aurait dit « Non, vous êtes hors jeu, vous allez rester où vous êtes, vous ne ferez pas partie de l'OTAN. Si les Russes vous attaquent, alors nous vous aiderons avec des armes, mais c'est tout, et vous allez rester neutre. » Est-ce que cela aurait été quelque chose que vous auriez soutenu à l'époque? J'ai soutenu cela. Je plaidais vigoureusement en ce sens. J'ai écrit une série d'articles. Je pense avoir commencé il y a peut-être 7 à 9 mois. Je ne me souviens pas exactement quand.
Lorsqu'il est devenu évident pour moi que la Russie allait vraiment envahir cette fois, j'ai commencé à écrire un article disant que nous allions dans la mauvaise direction. Cela devait être une question de neutralité. Nous devions retirer l'OTAN de la table à ce moment-là et ne même pas y aller. Ils n'allaient jamais rejoindre l'OTAN. Nous ne les voulions pas dans l'OTAN. Ils ne passeraient pas nos propres normes. Alors pourquoi faire semblant du contraire si cela allait provoquer une guerre? Donc, j'ai dit que nous aurions dû déclarer la neutralité avant que cela n'arrive. Il y avait tant d'options disponibles pour l'Ukraine pour rester libre et indépendante et avoir ses propres politiques étrangères et tout le reste, ne pas être envahi. Cela aurait pu se produire même après le début de la guerre, lors de la célèbre réunion de la conférence d'Istanbul, où il se rapprochait d'un règlement négocié. Et puis pour diverses raisons, cela ne s'est pas produit. L'histoire nous dira probablement ce qui s'est réellement passé. Mais nous savons avec certitude que ce qui était une chance de mettre fin à cela, centré sur la neutralité pour l'Ukraine, a été jeté aux oubliettes. Et maintenant, l'Ukraine a grotesquement payé le prix pour cela. Peu importe ce que voulait Zelensky ou ce que Boris Johnson aurait prétendument voulu, ou quoi que ce soit concernant Biden, qui sait, mais les véritables payeurs sont le peuple ukrainien, les territoires ukrainiens et les villes ukrainiennes. Et donc, je pense que vous allez finir par avoir une Ukraine neutre, un État résiduel, lorsque cela sera finalement réglé dans un accord négocié. Et la tragédie sur tragédie sera qu'ils auraient pu avoir ce même accord, en fait un bien meilleur accord, avant la guerre, les accords de Minsk, celui que la Russie a proposé en décembre 2021. De nombreuses opportunités étaient sur la table et nous les avons toutes rejetées et maintenant, l'Ukraine paie le prix. Je suis entièrement d'accord avec vous. Une chose qui me questionne est pourquoi les personnes qui ne partagent pas cette analyse, celles qui ne sont pas d'accord avec nous et qui disent « Non, Poutine est un belliciste et il est juste la réincarnation de Hitler. Il veut mettre toute l'Europe en ordre, puis aller à New York. » Ou quoi que ce soit qu'ils pensent. Pourquoi ces personnes transforment-elles cette discussion en termes moraux? Ils nous traitent généralement d'immoraux pour ne pas vouloir aider, pour ne pas vouloir montrer de solidarité avec l'Ukraine. Nous sommes dépeints comme égoïstes. Pouvez-vous vous expliquer cela à propos des autres? Can you explain this to yourself about the others? Je peux. Donc dans mon émission, je veux dire il y a 2 semaines, dans le Daniel Davis Deep Dive, j'ai montré un extrait de l'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, je pense que c'était sur CNN, parlant de comment nous devons adopter ce nouveau paquet d'aide étrangère de 60 milliards de dollars pour que l'Ukraine puisse obtenir les armes dont elle a besoin. C'est la seule chose qui les retient. Et regardez, nous devons faire cela parce que la Russie est maléfique. Il est maléfique. Et puis elle a énuméré plusieurs choses qu'elle prétend qu'il a faites ou quoi que ce soit. Et il doit être arrêté, nous devons le repousser. Nous devons. Et bien sûr, l'Ukraine va gagner, mais nous devons emprunter cette voie. C'est irrationnel, mais c'est très émotionnel. Et quand vous commencez à utiliser ces termes comme maléfiques et qui tuent des femmes enceintes et des bébés, et tout ce genre de choses, et violent des femmes, toutes ces grandes questions émotionnelles. Alors, les gens qui ne savent pas ou ne prennent pas le temps de découvrir ce qui se passe réellement, ils entendent cela et ils pensent « Oh mon Dieu, oui, nous ferions mieux de faire quelque chose. Oui, nous ferions mieux de nous débarrasser de cela. » Et donc, que Nancy Pelosi le sache ou non, je ne sais pas si elle n'est pas consciente que ces 60 milliards de dollars ne feront aucune différence, ou si elle pense peut-être que cela en fait et y croit. Je ne peux pas dire, mais je peux dire qu'en faisant ces arguments, ils aggravent perversément la souffrance du peuple ukrainien. Dernière question. Les militaires, comme vous pensent-ils en termes de bien et de mal? Avez-vous déjà été dans une situation de combat ou déployé quelque part où vous pensiez « Je combats le mal maintenant » ou quelle est la réflexion des personnes sur le terrain?
What's the thinking for people on the ground? We do, at least in the US military, I can. Nous le faisons, du moins dans l'armée américaine. Je peux dire que nous pensons en termes de droit moral. Je veux dire, cela fait réellement partie de notre ethos de l'armée, les 7 valeurs de l'armée. Et vous savez, faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, et tout cela, cela nous est inculqué dès le premier jour. Et vous savez, nous aimons croire que nous sommes du côté du bien. Je veux dire, pourquoi serions-nous du côté du mal? Bien sûr que non. Nous nous opposons au mal. Et bien sûr, cela revient toujours à Hitler. Tout revient à Hitler, comme vous l'avez souligné. Vous savez, nous avons défendu nos valeurs à cette époque, ou le Kaiser lors de la Première Guerre mondiale, et tout cela. Et donc, nous sommes toujours la lumière brillante sur la colline. Nous aimons voir les choses en Amérique, surtout en termes de noir et blanc, bien et mal, gentil, méchant. Vous savez, c'est pourquoi Poutine était un méchant, Zelensky était un gentil. Et c'est tout. Donc il n'y a plus de débat, plus de discussion. Peu importe s'il y a beaucoup d'actions du côté de Zelensky qui font que l'on se dit « Oh, ce n'est pas si bien », ou que certaines choses que Poutine fait, eh bien, c'est pas si mal. Vous ne pouvez pas faire ça. Cela doit être tout bon ou tout mauvais. Et c'est tout. Et donc, nous ne pouvons pas faire dans la nuance, nous ne pouvons pas faire dans le gris. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de gentil et de méchant ici. Il y a juste ce gars et cet autre gars. Je veux dire, ils ont tous les deux du bien et ils ont tous les deux du mal. Ils essayent tous les deux de faire quelque chose pour leur pays. Ils ont tous les deux des idéologies et des croyances conflictuelles. Mais personne n'est bon dans cette situation. Ils ont tous les deux leur propre perspective. Et si vous ne pouvez pas le voir en ces termes, alors la seule chose qui reste est en quelque sorte des termes moraux émotionnels. Eh bien, tout à coup, vous ne pouvez pas analyser les éléments individuels de quelque chose. C'est juste tout bon ou tout mauvais. Et c'est une partie de notre problème. Je suis d'accord. Daniel Davis, animateur de The Deep Dive, merci beaucoup pour votre temps. Et tout le monde, découvrez l'incroyable émission de Daniel. Merci Daniel. Je vous remercie beaucoup. Je suis reconnaissant d'être dans votre émission. Being on your show.